Du coup, comme on a vu plein de startups pitcher pendant presque 3/4 d'heure, eh ben, on va s'intéresser à leur mode de financement maintenant, avec une dernière table ronde de ce Web in Lorient 2015 consacrée aux nouveaux leviers pour financer son projet. Donc je vais demander à nos experts à nouveau de me rejoindre sur scène. Donc Jean-Eudes Kefelec, que j'ai vu tout à l'heure, qui est le directeur des investissements de Nestadio. Le voilà qui arrive, Jean-Eudes. Je vais demander à Guillaume Le Fur, qui est le CEO de Diapason Commodities Management, spécialisé dans les matières premières, la gestion des matières premières, et qui est membre de Bretagne Fund Angels, de venir me rejoindre également. Messieurs, installez-vous. Et puis je vais demander à Serge Apriou, que j'ai aperçu tout à l'heure aussi, qui est le CEO de Kengo, qui est une plateforme de crowdfunding portée par le Telegram et Arkea, qui est dédiée au projet breton et qui a été lancé cette année. Voilà, tout le monde se connaît, ou presque. Alors, je vais vous demander de faire un petit tour, parce que tout le monde n'est pas expert en financement d'entreprises, en particulier de start-up, et vous intervenez tous à des stades plus ou moins différents dans ce financement. Est-ce qu'on fait un petit tour de table rapide pour nous expliquer un petit peu qui vous êtes et à quel moment vous intervenez? Guillaume, vous voulez commencer? Voilà. Voilà. Alors non, on va prendre celui-là, il est un peu plus long. Serge Apriou, racontez-nous un peu qui vous êtes et ce que fait Kengo. Bonjour à tous, donc je m'appelle Serge Apriou, je suis donc le directeur de la plateforme de financement participatif Kengo.bzh. Dans mon parcours, j'ai fait 10 ans d'entrepreneuriat, 10 ans de banque, dans lequel j'ai accompagné un certain nombre de porteurs de projets. Et me voilà depuis juin dernier à la tête d'une plateforme de financement participatif en don avec ou sans contrepartie, spécifiquement dédiée à la Bretagne et au projet breton. Notre objet, en ce qui concerne le financement, est d'arriver au niveau des porteurs de projets très tôt, de façon à améliorer la love money. Vous verrez dans les différents systèmes, et il y en a d'autres en financement participatif entre autres, chacun peut arriver dans un moment de la vie de l'entreprise, chaque moment de la vie de l'entreprise ayant ses propres partenaires et ses propres financeurs. Vous m'avez dit, nous on finance des PowerPoint. C'est ce que vous m'avez dit au téléphone quand on a préparé oui, la conférence. Exactement, parce qu'on a peu de recul aujourd'hui à des stades vraiment très tôt sur la bonne idée, sur l'opportunité des choses. Et puis finalement on s'aperçoit, et puis je l'ai vécu dans d'autres cadres professionnels, que finalement il est très dur de juger un projet vraiment très tôt. Vraiment, c'est vraiment une vraie difficulté. Et du coup, le fait de présenter ce projet à des internautes, quels qu'ils soient, permet à ce projet de grandir, de trouver éventuellement des débuts de débouchés, de pouvoir valider une communication, un accès au public, voire une commercialisation. En gros, de faire une étude de marché en temps réel, et en dehors de la dimension purement financière. Alors, ce qui lui permettra d'avancer. Voilà, on reviendra dans le détail après sur le caractère innovant justement de ce financement. Guillaume Le Fur, vous aussi, alors vous financez pas des PowerPoint? Si, ça marche, normalement il marche. Il marchait tout à l'heure. Oui, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Donc, vous ne financez pas des PowerPoint, mais vous arrivez très tôt aussi. Alors, également, on arrive très tôt. Donc, pour me présenter, parlez bien fort, bien dans le micro. Voilà. Moi, je viens du monde de la finance. Je dirige une société de gestion sur Londres et sur Lausanne, mais je suis aujourd'hui là en tant qu'investisseur privé, et notamment pour représenter Bretagne Fund Angels, donc qui est un groupement d'investisseurs privés. Donc au même titre que Kengo, on intervient énormément en amont, sur le PowerPoint aussi, on va dire, quand la société parfois n'existe même pas. Notre rôle, bien sûr, est d'apporter des capitaux, mais c'est clairement pas le seul. Il y a un rôle très fort d'accompagnement, d'aller chercher des fonds publics, d'aller chercher des partenariats, de faire partager nos réseaux, parce que dans ces différents investisseurs privés, il pourrait y avoir certains investisseurs présents dans le domaine du web, d'autres présents dans le domaine de la logistique. Donc on a différents secteurs présents à travers nos membres, ce qui nous permet justement de développer fortement la capacité de cette entreprise à se développer. Donc beaucoup d'accompagnement. Et effectivement, l'idée est justement de préparer l'entreprise, de parfois la créer avec le gérant, pour ensuite l'accompagner et pour arriver ensuite à des levées de fonds supplémentaires où là, les investisseurs institutionnels apparaissent. Et donc, une fois qu'on vous a vu tous les deux, Jean-Eudes, c'est vous qu'on vient voir juste un petit peu après.
C'est bien ça? Un petit peu après, ou même en même moment. Donc on travaille à la fois avec les plateformes de crowdfunding et les business angels. Donc moi j'ai rejoint le fonds Nestadio Capital qui a été créé par Florent de Kersauzon, qui est avant tout un entrepreneur, qui a fait toute sa carrière dans la finance chez Alcatel et qui a décidé de rentrer au pays et de faire quelque chose pour le pays. Et donc depuis 2010, on a créé un fonds d'investissement spécifiquement technologique, spécialisé dans l'amorçage. Donc nous, comment on définit l'amorçage, c'est quand il y a déjà plus qu'un PowerPoint, donc il y a au moins un prototype. Et surtout, on a déjà un retour client. Alors, c'est pas obligé d'être déjà des centaines de milliers de clients, mais déjà des personnes qui manifestent un intérêt pour l'utilisation du produit et pour la monétisation. Et puis, une petite particularité de notre fonds, effectivement, c'est qu'on a créé un accélérateur pour accompagner nos startups aux États-Unis. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème quand on détectait une startup qui avait l'ambition d'être leader mondial dans son domaine. L'accès au marché américain était une question clé et on a décidé de s'attaquer de front en créant cet accélérateur qui travaille avec des financiers américains et des systèmes d'innovation américains, notamment dans la Silicon Valley. Pour l'anecdote, Nestadio, c'est le nom d'un petit lieu-dit, pas très loin d'ici, à côté de Plouhinec, voilà, où est basé en fait Nestadio. Oui, basé Nestadio, tout voilà. à fait. Donc les comités d'investissement chez Nestadio ont lieu avec vue sur mer. Avec vue sur mer. Très bien. Alors vous avez vu 5 entrepreneurs pitcher chacun à leur tour. Je me fais le porte-parole de l'un d'entre eux. Je vais voir lequel d'entre vous je vais voir. J'ai mon idée. Certaines sont assez bien avancées. Essayez de me convaincre de venir vous voir vous plutôt que ma banque qui de toute façon aura peut-être un peu de mal à me suivre. Je vais voir lequel d'entre vous en premier. Je suis pas sûr que lequel soit. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait un choix qui doit être fait. Je vais tous vous voir. Vous êtes complémentaires. A priori, Oui. si on prend n'importe laquelle de ces startups-là, aujourd'hui, ce qui manque grosso modo à leur projet, c'est de la visibilité. Aujourd'hui, eux connaissent leur projet, leur famille connaît leur projet, leurs potes connaissent leur projet. Et maintenant, les gens qui sont dans la salle. Plus tous les gens qui nous regardent sur le web. Donc, mais on est dans une dimension relativement confidentielle. Or, on voit bien que lever des fonds, développer une entreprise, se développer commercialement ou autre, suppose d'apporter à son projet de la visibilité. Et cette dimension de la visibilité est primordiale sur tout. J'ai vu des levées de fonds se faire sur Paris juste parce que l'entreprise, la start-up, avait choisi la bonne personne pour gérer les relations presse. Ça se tient à pas grand-chose en fait. Et je vois des projets très ambitieux, parfois très intelligents, foirés complètement parce que la communication est pas au rendez-vous. Donc cette dimension communication est vraiment très importante. Ce que permet le crowdfunding de façon générale, quelles que soient les plateformes, donc je ne vais pas m'attribuer un quelconque mérite que les autres partagent, c'est que apporte à un projet, quel qu'il soit, de la visibilité et permet de tester un certain nombre de parti pris, que ce soit sur la communication, la commercialisation, la manière dont on met en scène son produit. Une campagne, c'est avant tout faire du storytelling, c'est raconter une histoire. Et quand on va voir un VP, quand on va voir un banquier, quand on va voir n'importe quel financeur, ce qu'il attend, le mec, c'est qu'on lui raconte une histoire. Parce que finalement, des histoires, il va en entendre plusieurs dans la journée, et il va garder la meilleure. Voilà, je ne veux pas dire qu'il parle à d'autres âmes d'enfants, parce qu'on n'est pas aussi naïf que ça, mais en tout cas, on attend de ne pas être ennuyé. Et je crois que les internautes, s'ils donnent 30, s'ils donnent 40, s'ils donnent un peu plus sur un projet, c'est juste parce qu'ils ont envie de participer par délégation à une bonne histoire. Les gens qui mettent leur projet sur des plateformes comme la vôtre, ils ont conscience de cet aspect stratégique qu'a la communication et le storytelling. Ils viennent chercher des fonds, pas forcément raconter une histoire. Ils s'en rendent compte de ça ? En fait, nous, en tout cas, on les alerte là-dessus. C'est qu'une campagne de communication, c'est un événement. C'est de l'événementiel dans un plan de com. Il y a un plan de com global qui peut se faire à travers différents médias, dans les relations B2B, dans l'écosystème institutionnel et autres. Et puis, à un moment, dans un plan de com, il faut trouver ce climax-là qui va attirer l'ensemble de l'intérêt sur soi. Et une fois qu'on a réussi ça, on est très bien parti. Guillaume Le Fur, vous étiez d'accord tout à l'heure quand je dis que vous étiez complémentaires ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas du tout de concurrence entre les différents intervenants, que ce soit les investisseurs privés, les plateformes de crowdfunding ou les fonds institutionnels. Je pense qu'effectivement, le crowdfunding a la particularité
d'arriver très tôt dans le processus, en même temps que les investisseurs privés. La seule différence majeure que je vois, moi, c'est en termes du nombre de parrains, au nombre d'investisseurs. Il y a un côté émotionnel très fort dans le crowdfunding. Il y a un côté sociétal très fort, solidaire. Il y a souvent du don pour don. Donc on attend quelque chose en retour. J'en sais rien. Vous êtes un fabricant de bijoux, vous allez avoir le premier bijou du fabricant. Il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans. Dans les investisseurs privés, c'est un petit peu la même chose, si ce n'est que l'approche est peut-être aussi un peu plus financière. Les investisseurs sont moins nombreux, le ticket d'entrée est clairement différent. Sur une plateforme de crowdfunding, vous allez mettre 5, 10, 15 euros. En tant qu'investisseur privé, les montants sont différents. Les levées de fonds moyennes oscillent entre 50 et 200 000 euros environ, sur un nombre d'investisseurs qui est à peu près entre 15 et 20. Donc, ce qui fait quand même un ticket d'entrée important. Le côté business plan est quand même essentiel. On le voit aujourd'hui dans les différents pitchs qu'on a eus, même si l'objectif n'est pas là. Aujourd'hui, on nous raconte une histoire. La partie financière, souvent, il faut la travailler. C'est un peu le défaut qu'on voit souvent dans certaines jeunes entreprises, c'est qu'il n'y a pas vraiment de business plan ou il n'est pas réaliste. Et c'est aussi justement le rôle de ces investisseurs privés de structurer un peu tout ça, d'être plus réaliste sur le business plan. Parfois, c'est d'être plus agressif. On voit certaines sociétés qui voient peut-être un peu trop petit. Donc parfois, il faut voir grand. Mais il faut surtout envisager les différents scénarios possibles et pas uniquement le meilleur scénario. Donc on a un travail d'accompagnement qui est fort là-dedans, c'est de structurer vraiment le business plan, d'institutionnaliser l'entreprise, même si elle est à ses tout débuts, parce qu'on sait très bien qu'ensuite il va falloir lever des fonds supplémentaires et que quand vous allez passer en comité d'investissement dans une société de gestion ou ne serait-ce qu'à la BPI, ça va être un petit peu plus compliqué si vous avez juste uniquement une histoire à raconter. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Luc, Oui, vous qui arrivez justement après? Je rajouterai juste une dimension qui est très très importante pour les entrepreneurs à ce stade-là, que ce soit crowdfunding, business angel ou fonds d'amorçage comme le nôtre. C'est la capacité d'être à la fois donc, très ambitieux, parce qu'effectivement on recherche des belles histoires, des beaux projets, des belles aventures, mais également très humble. C'est-à-dire que sur une quarantaine d'investissements que j'ai fait en 5-6 ans, il n'y en a pas un seul qui a réalisé le plan initial qui a été prévu. Pas un seul. S'il y en a peut-être un ou deux, mais ils sont plantés. Il vaut mieux pas réaliser le plan de départ. C'est très très rare en amorçage que vous ayez déjà la réponse à toutes vos questions et que vous ayez tout bon d'un coup. Donc soit vous allez devoir changer votre produit, changer de marché, pivoter, embaucher d'autres personnes ou virer certaines personnes. C'est aussi la vie entrepreneuriale. Donc ce qu'on essaie de détecter assez en amont, ça c'est important de le savoir en tant qu'entrepreneur, c'est important bien sûr d'avoir le business plan, d'avoir le deck, d'avoir les prévisions financières, etc. Mais ce qu'on va détecter, enfin nous en tout cas, c'est cette capacité que vous allez avoir à rebondir, à écouter, parce que souvent quand on est entrepreneur, on est passionné, on est persuadé qu'on a une solution extraordinaire à un problème auquel personne n'a pas pensé, on n'aime pas être contredit. Un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui se plante, c'est-à-dire qu'il fait des hypothèses, il se prend le marché dans la figure, qui lui renvoie une autre dimension. Il va rebondir là-dessus, il va reconstruire et il va progresser. Et voilà, donc nous, c'est avant tout ces qualités-là qu'on attend en phase d'amorçage. Et j'ajouterai juste aussi, pour revenir sur le crowdfunding, pour nous, en tant qu'investisseurs plus institutionnels, c'est important parce que ça valide vraiment déjà des précommandes. Donc on aime beaucoup, autant le côté don, on n'est pas forcément toujours en phase, mais par contre pour nous ça envoie un signal très fort quand un entrepreneur est capable de nous dire j'ai pensé à un produit et j'ai déjà il commence à délivrer 5 000 euros ou 6 000 euros de précommande avec des noms, des personnes qui ça veut dire que non seulement ils ont réussi à visionner un produit, mais à le vendre, à avoir un discours assez articulé pour le rendre assez attrayant. Et c'est tellement important même pour nous, c'est que maintenant même sur certaines startups qui sont déjà financées chez nous, on leur les encourage de passer par la phase de crowdfunding pour lancer de nouveaux produits. Pour tester le produit. On a une société brestoise, une start-up brestoise, qui a lancé un nouveau produit en crowdfunding, parce que c'est comme ça que ça a envoyé des signaux au marché. Ils ont été capables d'avoir pas simplement des tickets à 10 ou à 20 euros, mais des libraires qui commandaient des différents ouvrages.
Serge Abrieux, c'est ça votre grande force aujourd'hui, c'est d'être un test grandeur nature, un banc d'essai de marché pour les entreprises qui viennent chez vous? Notre vocation, c'est d'être une caisse de résonance. C'est que le projet sorte de l'écosystème, entre guillemets, numérique. On se connaît tous dans ce domaine-là. Et effectivement, on peut se passer les PowerPoint entre nous et se dire ouais, c'est bien, c'est pas bien, lui, ça paraît pas, enfin voilà. Ok. Et entre nous, on arrivera toujours à se mettre d'accord sur 2-3 trucs parce qu'on a tous nos abacs, nos manières de penser, et puis elles sont pas radicalement différentes d'un individu à un autre. En général, on a à peu près des grilles de lecture assez standards tous. Alors, après, il y a des investisseurs entre guillemets plus audacieux que d'autres, mais bon. Toujours est-il que ce dont j'ai pu m'apercevoir, et je rebondis complètement sur ce que la personne de Nestadio disait, c'est qu'une campagne, qu'elle ait réussie ou qu'elle n'ait pas réussi, et c'est pour ça que je parlais de la com, peut avoir de toute façon un gain positif. Je vais vous donner un exemple d'un projet qui a échoué. Comme quoi, c'est bien aussi d'apprendre comment ça se goupille comme ça. Le projet c'était Potage Éco, il fait des mini-jardins pour les personnes qui sont soit en fauteuil roulant, soit très âgées. Donc on est vraiment dans des contextes de maisons de retraite ou de choses comme ça. Il fait la campagne chez nous. Le but un de ces potagers entre guillemets portables, c'est 6-7 000 euros. Donc c'était assez élevé. La campagne est assez élevée. Il lève quasiment rien. Okay. Et puis on fait la campagne, mais on le fait avec toute bonne foi avec lui. On met sur la com à fond, machin truc. Et ça échoue. Et je le croise au Quai des Futurs, qui est un salon du numérique à Saint-Malo. Et je lui dis, désolé, ça n'a pas marché. Je lui dis, détrompe-toi, ça a marché du feu de Dieu. Je lui dis, mais comment ça va faire des messieurs? Ah non, grâce à votre truc là, du coup, j'ai un député qui m'a appelé, plus ceci, plus cela, et en fait, c'est monté jusqu'au ministère de Ségolène Royal, qui finalement va lui ouvre un appel à projet, enfin voilà, pour équiper 1000 maisons de retraite. Et ouais, effectivement, chez nous, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, la communication qui a été faite sur le projet lui a permis de trouver des débouchés qui permettront à son projet de se développer et de vivre. Donc voilà, c'est un point, toute jeune pousse, entre guillemets, a tout intérêt à se confronter à ça. Il faut être prêt un petit peu, notamment équipé en termes de communication, notamment sur des aspects audiovisuels et autres, parce que la communication de ce type de projet passe beaucoup par les réseaux sociaux. Il y a une surpondérance aujourd'hui de la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Twitter. Donc il faut être un petit peu équipé, mais dès qu'on l'est et qu'on est un peu prêt d'un point de vue organisation, une start-up qui se lance dans les réseaux sociaux a tout à gagner, que ça marche ou que ça marche pas. Sébastien, toi qui es à la fois, alors le jury a donc quasi délibéré puisque tu es déjà de retour. Toi qui es à la fois entrepreneur et investisseur, tu es d'accord avec ce que viennent de dire nos camarades, c'est-à-dire le point important de la communication et du faire savoir dans le lancement? On m'entend ? Je ne suis pas sûr, tiens, prends le mien. J'ai pris en cours, hein, mais c'est vrai ce que Serge, Guillaume ou Jean-Eudes qui ont une bonne vision, ouais, je partage ce que vous avez dit maintenant par rapport au crowdfunding. C'est vrai qu'il peut y avoir des échecs, mais c'est vrai que c'est à double tranchant, parce que on peut voir certains porteurs de projets qui vont tester effectivement leurs produits, leur marché sur ce type de plateforme. Ça va échouer et ensuite ils vont venir nous voir. Et là, le problème, c'est qu'on va avoir des métriques qui vont nous dire il y a eu un petit couac. C'est peut-être le déficit de communication, parce que Serge, je ne sais pas si tu l'as dit ou pas, mais il faut commencer quasi 3, 4 mois, 5 mois avant une campagne de crowdfunding. Mais c'est vrai que nous, en tant que pré-accélérateur ou accélérateur ou fonds d'investissement, à un moment, une campagne qui échoue comme ça, faut être tout de même vigilant. Parce que quand on est en pré-amorçage, comme disait Jean-Eudes, on n'a pas de métriques, on mise sur l'équipe, sur le feeling, mais si on passe effectivement par du crowdfunding et que ça échoue, ça peut être difficile. Oui, je comprends complètement, notamment si la personne se met dans une optique de levée de fonds très rapide, juste derrière. Et effectivement, comme tu le disais, une campagne de crowdfunding, ça se prépare. Donc il y a du travail en amont pour faire en sorte de se donner meilleure de chance. Néanmoins, quelqu'un qui échoue, et Jean le disait tout à l'heure, quelqu'un qui échoue sur un parti pris, vaut mieux qu'il échoue aujourd'hui avec une campagne de crowdfunding qui, entre guillemets, lui a rien coûté,
et qui lui permet de peut-être se reposer un certain nombre de questions sur la manière dont il positionne son produit et sa communication, plutôt que de le faire après avoir levé 1 million d'euros, par exemple, ou 500 000 euros pour regarder des choses plus concrètes à taille régionale, 500 000 euros, et là d'échouer de la même manière, quoi. Donc c'est quand même un ballon d'essai qui coûte pas grand-chose et qui mérite d'être tenté. Sébastien, comment tu te positionnes toi par rapport à ces messieurs? Il n'y a que des messieurs sur scène. Oui. À quel moment tu interviens pour donc, les entrepreneurs qui sont dans la salle qui vont chercher des financeurs? Donc tu peux pas tirer sur le. Faut que tu te penches vers le micro. Il marche. Faut que tu te penches un peu vers le micro. Comme ça, parce que voilà. Si je vous tourne le dos, c'est pas terrible. Donc la West Web Valley est un maillon de la chaîne du financement. Lorsqu'on a lancé cette idée il y a 2-3 ans, donc avec Charles Kabylie, qui est mon associé sur les autres sociétés de prestations de services, où il y a à peu près 100 collaborateurs, des développeurs, des web marketeurs, des développeurs mobiles, tout ça. On a été rejoint donc sur cette histoire par Ronan Lemoyle, qui a plusieurs casquettes. Donc, la plus connue, c'est celle de directeur général du Crédit Mutuel Arkea. Et c'est un passionné de start-up. Là, il vient notamment de boucler le rachat de Litchi. Il est parvenu aussi à faire en sorte que une partie des transactions de Blablacar arrivent notamment au Relais Quirion, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est passionné par les startups. Et lorsqu'on a lancé ça à 3 il y a 2 ans et demi, on s'était dit on va faire plutôt de l'amorçage. On va mettre un tout petit peu d'euros sur les startups et surtout aider les startups à se staffer. On va les coacher et on va mettre nos moyens humains à disposition. Entre-temps, la French Tech est passée par là. Ça a été amorcé donc, par Fleur Pellerin et suivi du coup par Axel Lemaire, où il y a eu effectivement une enveloppe de 200 millions d'euros de mise à disposition pour les accélérateurs et les fonds d'investissement dotés d'un accélérateur. Axel Lemaire est venu à 2 reprises chez nous et effectivement on s'est dit on va monter dans ce bateau-là. On a monté un dossier et ça fait 1 an quasi jour pour jour où je me vois encore parler avec Guillaume et lui dire nous c'est bon, on y est, on a le fonds d'investissement. Et au final, ça nous a pris énormément de temps parce que là, à l'heure actuelle, on arrive justement uniquement à sa finalisation un an après. Extrêmement complexe à monter comme histoire. Et entre-temps, du coup, on a effectivement reçu près de 300 dossiers sur la West Web Valley. On les a analysés et effectivement, on va se situer entre du financement participatif, parce qu'on a notre préaccélérateur où on va effectivement aider les startups à accélérer, et on est aussi doté d'un fonds d'investissement où on peut mettre des tickets jusqu'à 1 million d'euros. Donc on est aussi sur le terrain de Nestadio, de Jean-Eudes, un tout petit peu aussi sur le terrain donc des business angels, mais là où la façon dont on a travaillé, je pense nous tous, c'est qu'on est là surtout pour le territoire, pour créer de l'emploi et du business pour les entreprises, et ce que l'on fait de façon intelligente, c'est du co-investissement. Et je pense qu'on aura plusieurs dossiers en commun parce que tous les gens que je connais du coup dans ce milieu souhaitent vraiment faire briller la Bretagne, qu'elle soit prospère. Et on ne se tire pas dans les pattes, du moins avec les personnes qui sont sur scène. Il y a plutôt de bonnes relations. Et voilà, c'est du co-investissement dans ces cas-là. Ouais. Ouais. Donc on est bien tombé dans la composition de la table ronde. Est-ce que ça veut dire, si je vous écoute, messieurs, que en fait, quand on est une jeune entreprise en Bretagne et qu'on a un projet, on n'a pas de souci d'interlocuteur pour le financement au départ? Guillaume Lefeur, je vous vois hocher de la tête. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on a plusieurs projets qui ont été en co-investissement, qui ont été faits. Donc non, effectivement, il n'y a pas du tout de concurrence. Si je peux juste rebondir sur ta remarque, Sébastien, c'est la notion du temps. On n'en a pas trop parlé. Je pense que pour la start-up, il faut qu'elle ait conscience qu'une levée de fonds, comme une campagne de crowdfunding, ça prend énormément de temps. Et il faut être capable de gérer ce temps, notamment financièrement. On voit beaucoup de startups qui se créent où les gérants sont passionnés par leur idée, ils croient à 100% à leur produit, mais ils sont même prêts à faire des gros sacrifices financiers, ne pas avoir de revenus. Et malheureusement, on voit des cas où de sociétés qui ne vont pas au bout
parce que les levées de fonds prennent du temps, parce que avoir un accord de la BPI ou avoir un accord d'un autre fonds, ça prend énormément de temps, et on voit des situations assez dramatiques. Je ne veux pas refroidir un peu l'ambiance, mais où justement l'idée est bonne, c'est juste que ces levées de fonds, ces campagnes prennent du temps, et donc il faut être capable de gérer ça. Mais pour revenir sur la remarque des interlocuteurs, non, je pense qu'il n'y a aucune concurrence. Le co-investissement, on est tous partants pour le faire. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Ouais, et pour aller dans le sens de Guillaume, c'est vrai que la notion du temps, parce que voilà, on a nos cycles de décision, on a un comité d'investissement qui est composé de personnes qui effectivement ont plein d'activités. Et moi, ce que je regrette dans l'univers des startups, notamment du Grand Ouest, et certains ont été recalés aujourd'hui pour le Startup Contest, on voit que effectivement au niveau trésorerie, c'est chaud pour beaucoup d'entre elles. Et elles mutent tout doucement vers de la prestation de services. Elles se transforment en agence web, en SS2I. Et là, c'est le début de la fin. On n'est plus du tout en mode start-up. Je ne veux pas dire qu'en mode start-up, il faut avoir un tout petit peu faim, mais c'est une erreur pour moi de ne pas rester focus sur ce mode start-up. Il faut peut-être pivoter son modèle de start-up, mais ne tombez pas dans le piège de devenir une agence web ou une SS2I ou quelque chose de ce type. Ouais. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question initiale était, si je vous entends, il n'y a pas de trou dans le financement, dans la séquence de financement. Une jeune entreprise bretonne qui a un projet, elle doit, si le projet est bon et si le porteur de ce projet s'accroche, il n'a pas de problème à trouver. Il n'y a pas de manque dans la chaîne de financement. Pour moi, c'est plus le cas. C'était le cas il y a quelques années encore. Jusqu'en 2010, il n'y avait pas vraiment de fonds d'amorçage. À part certains business angels qui étaient assez isolés avec des processus de décision. Maintenant, je pense que ça s'est bien maillé entre West Valley, nous, Nestadio, des fonds de business angels. On travaille beaucoup aussi avec le fonds de Xavier Niel, on a fait 8 investissements avec lui, dont plusieurs en Bretagne. C'est un fonds qui investit, qui a fait quasiment 300 investissements. Ouais, ils investissent 1 ou 2 investissements par semaine. Et je peux vous dire, sur Kima, il y a des dossiers. On a répondu à l'entrepreneur en une semaine. En une semaine, il avait sa réponse et sa term sheet et on pouvait avancer. Donc je pense que le vrai challenge pour les startups en Bretagne, c'est avec la phase suivante. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, grâce au crowdfunding, grâce au cloud, aux réseaux sociaux, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui, avec très très peu de moyens, sont capables d'avoir des choses très intéressantes. Et pour nous, déjà, ça c'est un signe, et c'est un très bon signe pour ces équipes d'entrepreneurs. Mais après, par contre, il faut savoir être très vite. C'est après avoir levé 500, 1 million, c'est pouvoir très rapidement aller chercher 5, 10, 20, 30, 40 millions pour devenir un Blablacar ou un milieu. Et ça, c'est là où il y a encore un trou dans la chaîne, que ce soit en Bretagne, même dans la France. Enfin, ça commence, il y a des fonds parisiens maintenant qui commencent à se structurer, à s'équiper. Et c'est pour ça que nous, on a fait le pari d'aller directement aux États-Unis, d'accompagner aux États-Unis des startups qui ont des potentiels de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de valorisation. D'accord, on va parler des États-Unis juste après. Serge Aprieux, vous vouliez réagir quand je disais qu'il n'y avait pas de trou dans la chaîne de financement? Non, je pense qu'effectivement, ces dernières années, la place bretonne, entre guillemets, s'est largement équipée, s'est mobilisée. Si avant, une start-up bretonne, d'ailleurs, on n'a peut-être pas eu tant que ça avant, ont eu du mal à prendre de la lumière et à se développer. On voit bien que là, autour des écosystèmes French Tech qui se sont développés, donc Nantes, Rennes et Brest, des choses se sont mises en œuvre. On voit qu'un certain nombre d'acteurs comme les technopoles et autres jouent aussi leur rôle d'aiguiller les porteurs de projets vers justement un certain nombre de partenaires ou de connaissances qui permettent la pire chose qui puisse arriver à un porteur de projet, c'est de s'isoler. Il faut absolument s'ouvrir, et pour s'ouvrir, il faut rencontrer un certain nombre de personnes, des gens comme Sébastien et les autres personnes là sur ce plateau, puis sans doute des gens dans la salle. Ce que je veux dire, c'est l'ouverture, c'est très important. Exposer son projet, exposer son idée, en parler. Le réflexe en disant, voilà, si je parle de mon idée, on va me la voler. Ça n'existe pas. D'abord parce qu'il n'y a pas une idée, c'est-à-dire que toutes les idées sont dans la nature. Google connaît toutes les idées. Cherchez bien, vous les trouverez tous. C'est pas tant l'idée qui compte que la manière dont on la met en œuvre et puis la capacité qu'un individu a à trouver une façon de faire qui, là, en l'occurrence, apportera un plus dans le marché. Mais l'idée en tant que telle, il faut arrêter de la sacraliser. Ça n'a pas beaucoup de sens à mes yeux. Donc,
Avoir une idée, c'est bien. Réussir à la mettre en œuvre, c'est mieux, quand même. Et pour la mettre en œuvre, on a besoin en général d'un écosystème. On a besoin de gens. On a besoin de gens pour s'aider. On sait faire des choses. Chacun sait faire un truc. On ne sait pas faire tous les trucs. Donc, il y a un moment ou un autre, confronter son idée aux autres, confronter son idée à des gens qui l'ont déjà fait, à des gens qui ont l'habitude de voir ce type de dossier, ça me paraît indispensable. Et c'est vrai que, pour rebondir, dites-vous bien que l'idée, c'est 1% du succès vraiment de la start-up. Ça vaut rien, une idée. C'est con à dire, hein, mais ça vaut pas grand-chose. L'exécution, après, est extrêmement importante. Et puis, il faut être entouré et avoir les bons réseaux. C'est vrai qu'à une époque, pour avoir croisé Jean-Eudes lorsque j'avais une casquette de start-upper, et c'est vrai qu'à un moment, l'isolement de la Bretagne par rapport au business qui pouvait se passer sur Paris, ça a été un manque pendant quelques temps. Maintenant, ce manque aujourd'hui est comblé. Les réseaux parisiens ont identifié les bonnes personnes en Bretagne et ils ont envie qu'il n'y ait pas de centralisme français, que tout ne se passe pas à Paris. Ça, les entrepreneurs du numérique ont compris, ils ont envie que ça bouge en région. Ouais. Est-ce qu'il y a une spécificité bretonne dans le monde du financement des startups? Ou est-ce qu'on est comme plein de régions françaises? Je pense que là, s'il y avait une spécificité, c'est celle que Sébastien évoquait tout à l'heure. C'est que investir dans une société, aider une start-up, c'est pas simplement aider une start-up, c'est développer la Bretagne, tout simplement. Développer l'emploi, le dynamisme de la région, des choses comme ça. Je suis pas sûr que quand... Le même réflexe que partout, quoi. Un fonds parisien finance une start-up, je pense qu'il s'en fout du développement de l'Île-de-France, entre guillemets. C'est pas vraiment son problème, quoi. Par contre, quand des acteurs bretons financent des projets bretons, ils le font effectivement parce que le projet est intéressant, mais aussi dans l'esprit que ça va créer de l'emploi et de la dynamique sur le territoire. Et je pense que s'il y avait vraiment une spécificité à la manière dont les financements fonctionnent en Bretagne, il y a vraiment ça. L'arrière-pensée, elle est vraiment là. Moi, j'ajouterais juste quelque chose, bon, c'est très personnel, hein, mais je pense qu'on a un esprit qui est très fort pour les startups, c'est qu'on a un esprit rebelle en Bretagne. Et être start-up, ça vaut toute une rébellion. Ce serait se révolter contre un système qui existe, qui est unique, qui n'est pas satisfaisant. Et ça, c'est un état d'esprit. Et je trouve qu'on l'a bien en Bretagne. Ça couplé d'une formidable savoir-faire technologique. Parce que ce qu'on nous envie, enfin moi ce que je vois quand je reviens des États-Unis et que je vois comment nos startups sont analysées là-bas, c'est un incroyable talent technique. On a des ingénieurs avec des écoles en Bretagne, que ce soit à Brest, à Lannion, à Rennes, qui sont d'un niveau international. Et on a vu des due diligence sur certaines de nos boîtes où les Américains nous disaient mais on ne comprend pas comment ils ont fait avec aussi peu de moyens d'arriver à faire autant. Donc ça, il ne faut pas négliger aussi cet atout qu'on a dans notre territoire, c'est cette proximité de centres de recherche, de grands groupes et d'universités, que ce soit UBS ici, Télécom à Brest. Est-ce que ça, c'est un vrai atout d'une start-up? Pour nous, un point très important, c'est l'apport technologie et de propriété intellectuelle. Comme disait Sébastien, une bonne idée, bon, ça vaut pas grand-chose. Par contre, quand derrière, vous avez 10 doctorants en computer vision qui ont bossé sur le sujet depuis des années, ça a beaucoup de valeur. Voilà, donc esprit de rebelle et ingénieur. Guillaume Le Fur, vous l'incarnez bien parce que vous êtes basé entre Londres et Lausanne, donc loin d'ici, mais vous revenez investir à titre privé ici. Effectivement, je pense que dans l'investissement privé, ce qui est important, c'est le développement local. Ce n'est pas une particularité qui est propre à moi, mais je pense que tous les investisseurs privés ont cette fibre d'investir localement, de développer l'emploi, d'être aussi fier de sa région, que de nouvelles idées sortent de sa région. Et c'est vrai qu'en France, c'est une particularité. La Bretagne, on l'a peut-être dans d'autres régions, mais elle est clairement moins visible. À Paris, on ne la voit pas, clairement. Et ici, en Bretagne, les gens investissent parce qu'ils croient en l'idée, et puis surtout, ils ont envie que ça se fasse ici. Et ça, c'est un élément effectivement important dans les investisseurs privés aussi. On parle un petit peu de l'Amérique, où vous passez beaucoup de temps.
C'est quoi les tendances aujourd'hui qui sont en train d'émerger aux US sur le financement des startups? C'est le paradis, c'est le paradis ou c'est pas le paradis? Il y a la légende et la réalité. Voilà. En fait, ce que je dirais, on me demande souvent ça, allez, c'est quoi maintenant? Tu reviens de San Francisco, c'est quoi les dernières tendances, les derniers trucs à la mode? Désolé pour la question. Bateau, non. Et ben, maintenant, ce que je réponds, c'est que, en fait, la grosse tendance maintenant, c'est qu'il n'y en a plus. C'est que les tendances sont maintenant au niveau global. Je veux dire, quand Apple lance son nouvel iPhone, il lance partout dans le monde entier. Quand Facebook lance sa nouvelle interface, c'est pareil, c'est le monde entier. Donc le décalage qu'il y avait avant, qui existait vraiment entre les États-Unis et le reste du monde, où il y avait 3 ans, 4 ans, en fonction des années, entre l'arrivée du tendance, n'existe pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parle de l'Internet des objets. Je dirais même qu'on est en avance en France sur Internet des objets. C'est une boîte française, Sigfox, qui est en train d'équiper San Francisco. Big Data, les ingénieurs français, comme je le disais, sont en Big Data, sont très réputés. Il y a une sortie qui vient de se faire d'une société de Montpellier qui s'est fait racheter le mois dernier dans le Big Data. Donc voilà, donc ça c'est la première tendance, c'est qu'il y a vraiment toutes les danses maintenant sont globales. Maintenant il y a des petites choses que j'ai repérées, notamment les réseaux sociaux de voisinage. C'est-à-dire que ça n'existe pas encore en France, où il n'y a pas encore de leader. Enfin si ça existe, mais il n'y a pas vraiment de leader. Il y a iLoQ à Brest, il y a Peuplade sur Paris. Mon petit voisinage à Dinard ou Dinan. Alors qu'aux États-Unis, ils ont tous un réseau de voisinage. Vous soyez à Seattle ou en Alaska, vous avez ça s'appelle Nextdoor. C'est là-dessus que vous allez mettre un message pour aller demander des chaises pliantes pour votre barbecue. Ou si vous voyez un intrus rôder dans le quartier, vous allez envoyer un message. Enfin, c'est vraiment et moi, en tant qu'investisseur, je regarde les dossiers en France parce que je me dis qu'il y a forcément un acteur qui va émerger. Il n'y en aura qu'un. C'est le genre de marché où winner takes all. Et voilà, maintenant au niveau financement, il y a ce qu'on appelle un Series 8 crunch, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent en amorçage, donc c'est très facile aux États-Unis d'aller chercher 200 000 à 1 million de dollars. Donc du coup, il y a énormément de projets, de dossiers. Et par contre, la barre pour aller lever 2, 3, 4 millions aux États-Unis, je dirais, est plus importante aux États-Unis qu'en France. Une société, une start-up qui a besoin de lever 3-4 millions, je leur conseille de rester en France pour lever ça. Par contre, là où ils sont très forts, ils sont capables d'accélérer dès qu'une boîte va bien. Ont le bon modèle pour scaler. Là, ils sont capables de mettre de 50, 100 millions de dollars, ce qu'on ne sait pas faire encore en France. Très bien. On va faire un dernier tour de table. Je voudrais que vous donniez à tous les gens qui sont dans la salle et aux gens qui sont venus, aux start-upers qui sont venus pitcher avant, le conseil à tenir pour réussir leur projet quand ils vont passer devant vous. Si vous en avez un. Je vous sens un peu sec là tout à coup. Qui c'est qui veut se lancer en premier? Bon, je me lance comme ça. Voilà. C'est comme ça, on laisse un peu de temps en temps pour réfléchir. Mon conseil que j'ai, c'est soyez vous-même. Il y a de plus en plus de littérature sur comment pitcher, comment se tenir devant un investisseur, comment faire un business plan, etc. Lancer une start-up, c'est une vraie aventure humaine. C'est la vôtre. Vous n'en avez qu'une. Un investisseur, il a peut-être plusieurs dizaines de dossiers. Mais c'est de votre vie, donc à vous de la gérer et à vous de nous montrer avec votre spontanéité en quoi vous êtes unique et ce que vous voulez faire. Et s'il vous plaît, n'essayez pas de faire un énième réseau social ou un 10e website, sauf de voisinage. Ouais. Serge Apriou. Ne pas hésiter à voir grand. C'est vrai qu'il faut, effectivement, il vaut mieux que ça soit soi-même qu'un clone d'un autre qu'on a déjà vu, ça c'est toujours vrai. Mais il y a quand même quelque chose si on devait. L'esprit breton a déjà des fois du mal à sortir de la Bretagne. Ça existe encore, malheureusement. Alors, sortir de la France, c'est déjà plus bonne échelle. Sortir de l'Europe, déjà, on commence à avoir une échelle intéressante. Mais vraiment, voir grand. Voir grand. Et je pense aujourd'hui que n'importe quel projet qui se veut viable, s'il n'a pas une échelle européenne, n'est pas un vrai projet qui se veut viable. Donc vraiment, il faut se dire que quand on commence à réfléchir à quelque chose, quand on commence à avoir un projet, se dire que comment je peux d'ores et déjà imaginer une déclinaison allemande, espagnole, polonaise. Enfin voilà, ça doit rentrer dans les réflexes de n'importe quel créateur d'entreprise aujourd'hui.
Guillaume Lafure. Alors moi, j'aurais 2 conseils à donner. Le premier, c'est, on en a déjà parlé, surtout ne pas s'isoler, rencontrer le maximum de monde, développer ses réseaux, ne pas hésiter à voir des business angels, des fonds d'investissement, de faire du crowdfunding. Il faut maximiser ses chances, assumer effectivement son idée. Donc venez demander les cartes de visite Voilà. des messieurs. N'hésitez pas à venir voir tout le Jean-Luc monde. Kefalé qu'il y en a plein là dans la petite pochette. Ensuite, un secteur, moi, juste pour rebondir, où je vois pas mal d'émergence, c'est le secteur qu'on appelle des fintech. Alors, on le voit pas trop en France, on le voit un petit peu dans Si, les à pays. Brest. Ouais, si, sur les À Brest. fintech. On commence à voir, Arkea le fait. pour être présent notamment en Suisse sur ce secteur, on voit énormément de monde, il y a beaucoup de choses qui émergent. Bon, il y a clairement à boire et à manger, mais clairement, je pense que c'est un marché, on a eu le marché des biotech il y a 10 ans, et le marché des fintech, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, on a vu quelqu'un aujourd'hui qui est un petit peu en parallèle sur la fintech, mais tout ce qui est gestion algorithmique ou autre, il y a beaucoup de choses à faire. Clairement, c'est un secteur qui va émerger, donc réfléchissez à ce secteur, je pense qu'il y a des choses à faire. Sébastien, ton Ouais. conseil. Juste pour rebondir, c'est pas pour faire coup de pub. Un petit peu quand même. Arkea, Un petit peu quand même. Parce que Serge est là aussi. Mais c'est vrai que les fintech à la pointe bretonne, il y a Près d'Union. Donc Arkea est dans Près d'Union. Arkea a repris Litchi. Litchi. Il y a Yomoni aussi, qui a Yomoni, été repris par Arkea. compte nickel. Ouais, c'est du lourd. Il y a un truc qui se passe, je pense, avec. Il y a le secteur de la gestion aussi, où on ne voit pas grand monde. Par Oui, contre. ouais. C'est parce que c'est souvent aussi des secteurs moins populaires et du coup il y a moins de communication sur ces trucs-là. Ouais, Ton conseil, Sébastien. 2 conseils. Ayez ça à l'esprit. Échouez, recommencez et réussissez. C'est vraiment important. Plantez-vous. Nous, on aime bien plutôt quand des start-upers viennent nous voir et qui sont plantés une première fois. On est sûr qu'ils ne referont pas les mêmes erreurs. Donc ça nous plaît bien. Et puis, deuxième conseil, c'est limite, mais venez apprendre au West Web Festival durant les vieilles charrues au mois de juillet prochain. D'ailleurs, tu as plein d'invitations gratuites à distribuer à la Ouais, salle. non, en plus, on peut gagner sur notre stand en bas, on peut gagner une place. Mais c'est vrai que vous avez la chance de pouvoir voir le patron de Facebook, de Uber, de PayPal, les patrons de vente privée étaient là aussi cet été. Tout l'écosystème Fred de Blablacar, tout l'écosystème qui compte vient à Carré, comme les vieilles charrues ont réussi à faire venir les rockstars de la musique. Nous, à notre niveau, on fait venir les rockstars du web aussi. Et c'est une vraie chance. Vous pouvez discuter avec ces gens-là et ça vaut le coup, ça vaut le coup d'y être. Ouais. Bien, nous allons conclure sur cette petite touche d'autopromotion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci du coup pour la conférence. Du coup, la question que j'avais, c'est que vous avez donc dit qu'il y avait beaucoup de solutions pour lever des fonds. Donc ça, c'est super. Par contre, la question que je pense que beaucoup se posent comme question, c'est qu'est-ce que vous prenez dans les boîtes ? Qu'est-ce qu'il faut, entre guillemets, enfin je dirais pas sacrifier, mais qu'est-ce qu'il faut vous donner pour du coup avoir cette chance d'avoir du coup des fonds et votre soutien ? Question très pragmatique. Je pense qu'il n'y a ni chance ni sacrifice. Je pense que s'associer avec, que ce soit des investisseurs privés, faire du crowdfunding ou avec des institutionnels, c'est un partage de compétences. L'idée, c'est que quand on lève des fonds, on est généralement au début de la société. Et l'idée, c'est pas de s'arrêter à cette première levée de fonds, mais de la faire croître. Et donc, c'est de créer une sorte de deal win-win, où que ce soit l'investisseur et le gérant aura la capacité justement à faire croître ensemble à travers ces différents réseaux, à travers bien sûr tout d'abord la connaissance du gérant, parce qu'il n'y a jamais d'ingérence faite par les investisseurs. C'est de permettre justement cette croissance, d'aller chercher des nouveaux capitaux et de chercher à créer la nouvelle belle histoire dans le monde du web notamment. Et concrètement, il faut donner envie. Franchement, il faut être super sexy. Parce que tous les éléments rationnels en termes de début d'activité sont tous discutables. Le positionnement, le marketing, le business plan, on peut tout reprendre et on peut en remettre un autre à côté et puis finalement il y a un autre et un autre. On peut en faire plein, une foultitude. Mais à un moment, faut donner envie, quoi. Cette dimension de séduction, quel que soit le contexte, que ce soit vers les futurs clients, que ce soit vers les futurs investisseurs, que ce soit vers les futurs partenaires, voilà, il faut donner envie et se mettre dans une situation où ça marche. Et là, on peut se faire aider aussi parce que la levée de fonds sur Paris est un exercice qui date maintenant et qui est bien rodé. Un certain nombre d'entreprises, on parlait de SMAC tout à l'heure, se sont positionnées sur comment
optimiser l'image d'une start-up, d'une entreprise, pour qu'elle puisse justement lever des fonds. Et bien, très clairement, ce travail à faire en amont, avec une boîte de com, avec les aides diverses et variées que vous arriverez à trouver, les technopoles diverses et variées, travailler vraiment sur la mise en scène de votre projet est tout aussi important que de travailler sur votre projet. Ça, c'est important. Et juste, surtout, ayez quelques métriques. C'est super important. Pensez à vendre. Ne passez pas votre temps non plus dans des contests, des trucs comme ça. Certes, il faut être visible. Mais, Sauf ici. Oui, mais il faut en faire. Faut s'exercer. Mais à un moment, ne passez pas votre temps là-dessus. N'allez pas à la recherche, à la perfusion, à la subvention. Ayez des métriques, vendez. C'est important. Ouais. Une autre question? Non, l'après-midi est déjà bien avancé, vous êtes épuisés. Ok, ben, on va vous remercier. Merci beaucoup, messieurs, on peut les applaudir. Merci à vous. Et venez leur chercher les cartes de visite, ils sont là encore un quart d'heure, 20 minutes.